Donc, ben, regardez, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérôme Ribes, directeur général de Synergie Santé Environnement. Je vais aujourd'hui, on va vous faire une présentation sur les impacts de la gestion de matières résiduelles sur les changements climatiques. Donc, juste quelques informations par rapport à la façon dont le webinaire va fonctionner. C'est que, comme vous venez probablement de l'entendre, nous enregistrons la présentation. Donc, à la fois, je dirais, le PowerPoint et nos voix vont être disponibles probablement cet après-midi sur notre site formation.synergiesantéenvironnement.org. Le PDF de la présentation sera aussi accessible, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours. Et ce que je voulais vous mentionner, c'est que j'ai coupé effectivement, j'ai mis en sourdine tout le monde, à part les présentateurs, bien entendu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la petite fonction chat. Donc, vous devriez avoir une petite bulle, genre bulle de bande dessinée, qui est accessible sur l'outil Join Me. Ça vous permet de poser des questions. Moi, ça me permettra d'accumuler les questions et éventuellement d'y répondre à la fin de la présentation. Mais c'est sûr qu'en fin de présentation, je vais réouvrir vos micros à tous pour que vous nous posiez des questions. Donc, sans plus tarder, je démarre la présentation. Donc, d'entrée de jeu, je veux bien attirer votre attention sur le fait que ce n'était pas un sujet très facile à traiter. Je vais vous expliquer dans quel contexte on a développé cette présentation-ci que nous vous présentons aujourd'hui, parce qu'elle a déjà été présentée en réel, donc devant des personnes, pas virtuellement, il y a à peu près un mois. Sujet complexe, sujet pour lequel il y a peu de données. On a fait une recherche assez exhaustive, ça n'a pas été évident de trouver des données et aussi les méthodologies qui sont employées pour calculer les gaz à effet de serre générés par telle ou telle activité de gestion de matières résiduelles nous laissent parfois sur notre faim parce que souvent ne sont pas bien expliquées et donc ce qui nous semble en fait, c'est que les données ne sont pas très uniformes dans la façon dont elles ont été compilées. Donc, Synergie Santé Environnement, je vais vous présenter brièvement qui nous sommes dans quelques secondes. Mais juste pour votre information, on travaille avec le réseau de la santé, donc des établissements de santé depuis à peu près 10 ans. Puis on a développé dans les dernières années une assez solide expertise en gestion de matières résiduelles, ce qui nous a amené à finalement lever la main quand des gens nous ont demandé si on était intéressé à développer la formation d'aujourd'hui. Donc, je vais passer à la diapositive suivante. Donc, Synergie Santé Environnement, on est un organisme à but non lucratif créé en 2006 par des professionnels de la santé. L'organisme a été créé pour accompagner le réseau de la santé, donc les établissements de santé dans la réduction de leurs impacts environnementaux, dans l'amélioration de leurs pratiques environnementales. Comment on fait ça? En appliquant les principes de santé environnementale et de développement durable. Puis, pour votre information, on a un conseil d'administration de 9 personnes, dont la majorité sont issues du réseau, donc des représentants d'établissements CHUS, CIUS et aussi Urgence Santé. Synergie Santé Environnement, c'est aussi une communauté de pratique, donc c'est des adhérents, 9 établissements de santé depuis les méga-fusions que nous avons vécues. Donc, 9 établissements de santé qui représentent 172 bâtiments, donc 30 hôpitaux, 82 CHSLD, 60 CLSC. Vous voyez ici le nom des établissements, donc pas mal dans la région de Montréal, mais on va aussi en Montérégie, en Mauricie, et établissements publics comme établissements privés conventionnés. Donc, les différentes missions du réseau de la santé sont représentées parmi nos adhérents. Synergie Santé Environnement, ce qu'on a développé aussi, et puis je vais être très, très bref là-dessus parce que je ne pense pas que c'est nécessairement hyper pertinent aujourd'hui, mais c'est qu'on a développé en fait des partenariats avec des organismes qui partagent notre mission, que ce soit en France avec le C2DS, donc Comité pour le développement durable en santé, que ce soit en Ontario avec la Coalition canadienne pour un système de santé écologique, que ce soit aux États-Unis avec Practice Green Health. Et donc, on échange et on partage des connaissances et des outils donc, qui pourraient aider les établissements de santé à améliorer leurs pratiques environnementales. Pourquoi on a créé Synergie Santé Environnement? Parce que le réseau de la santé est très paradoxal dans sa façon de fonctionner. Effectivement, les établissements de santé ont des impacts négatifs sur la santé à la fois de leurs employés et sur celle de la population.
parce qu'ils fonctionnent 24 heures sur 24, parce qu'ils consomment de grandes quantités d'énergie, parce qu'ils génèrent de grandes quantités de déchets, qu'ils les gèrent souvent très mal, parce qu'ils consomment toute une série de produits qui sont de plus en plus reconnus dangereux pour la santé, notamment les perturbateurs endocriniens. Donc, selon nous, les établissements de santé ne peuvent pas soigner tout en produisant des problèmes pour la santé et l'environnement. Ils devraient être, au contraire, exemplaires et préventifs, comme le sont certains des établissements de santé présents aujourd'hui. Je pense au CHU de Québec, je pense à certains autres CIUS qui sont là. Protéger l'environnement, selon nous, ça devrait être le premier geste de santé. Synergie santé-environnement, donc on est amené à accompagner des établissements de santé dans leur démarche de développement durable. Je dirais le message, c'est toujours leur dire, regardez, agir sur le développement durable, en tout cas avec une perspective de développement durable, c'est agir en totale cohérence avec la mission des établissements de santé. C'est réduire à la fois les impacts négatifs sur l'environnement et favoriser des environnements sains, favorables à la santé humaine. Puis, on ne se le cache pas, il y a des choses qui coûtent cher, mais il y a des choses qui sont très rentables. Donc, se poser des questions sur nos façons de faire dans des hôpitaux ou dans des CLSC, CHSLD, ça permet à certains moments de dégager des économies appréciables et éventuellement même d'engranger des redevances. Le contexte de la présentation. Donc, notre présentation, elle a été, comme je l'ai dit, présentée pour la première fois il y a à peu près un mois. Ça se faisait dans le cadre des consultations publiques sur la réduction de la dépendance aux énergies fossiles de Montréal. Nom assez barbare qui aurait pu être simplifié, mais c'est le nom qui a été, je dirais, proposé à ce moment-là. Donc, dans ce contexte-là, nous avions... Il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas de son. Est-ce que d'autres personnes peuvent m'écrire pour me dire si elles entendent? Je n'ai pas d'autres messages là. Donc, ça a été OK, excellent. Merci, Francis. Donc, consultation publique sur la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Et en fait, une professeure de l'UQAM, Louise Vandelac, nous a demandé de faire cette présentation sur gestion de matières résiduelles et changement climatique. La coalition, c'est une coalition dont SSE et dont Mme Vandelac faisait partie. Et donc, on a en fait développé cette présentation. Et elle a été présentée à l'UQAM à des étudiants de l'école d'environnement de l'UQAM il y a un mois. Donc, c'est sûr qu'on parle de changement climatique, on parle inévitablement en parlant de gestion de matières résiduelles et de gaz à effet de serre. Et donc, en fait, je vais essayer de vous replacer un peu dans le contexte là, des impacts sur la santé des changements climatiques. C'est sûr que je ne vais pas vous faire un cours 101 ici. Ça me prendrait à peu près une journée. Mais l'idée, c'est de juste vous ramener à la notion de pourquoi les changements climatiques sont si importants actuellement, sont une menace vraiment, une préoccupation vraiment très importante pour l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi? C'est parce que selon l'OMS, les changements climatiques, ils influent sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. Accès à l'air pur, accès à l'eau potable, accès à de la nourriture en quantité suffisante, sécurité du logement. Puis on parle de ça pas juste dans les pays lointains, l'Afrique, les îles perdues dans les Caraïbes ou dans le Pacifique, on parle de ça aussi ici dans nos pays, dans nos contrées. Et l'OMS, en fait, elle estime deux choses. Elle estime qu'entre 2030 et 2050, les changements climatiques vont engendrer à l'échelle mondiale 250 000 maladies de plus par an qui vont être dues soit à la malnutrition, soit au paludisme, soit aux diarrhées, soit au stress lié à la chaleur. Et par ailleurs, elle estime que les coûts directs sur la santé, donc ce que le réseau de la santé va devoir gérer comme coûts supplémentaires, c'est entre 2 et 4 milliards de dollars américains par année d'ici 2030. Donc, c'est sûr que les changements climatiques vont avoir un impact majeur sur les établissements de santé, ne serait-ce que par l'augmentation de leur travail, là, mais également par les coûts financiers qu'ils vont devoir intégrer. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. N'hésitez pas éventuellement à poser des questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Agathe. Donc, je vais juste vous présenter Agathe. Agathe a été stagiaire avec nous pendant les 6 derniers mois.
C'est elle qui a développé en grande partie cette présentation aujourd'hui. Agathe est retournée en France, donc Agathe, elle nous parle de France actuellement et donc va nous parler vraiment va démarrer la présentation. Je reprendrai la parole un petit peu plus tard. Alors, bonjour à tous. Donc, pour commencer cette présentation, je vais commencer par un constat des impacts de la gestion des matières résiduelles sur les changements climatiques. Donc, pour cela, je vais commencer par un portrait de la gestion de ces matières au Québec et notamment de la quantité de matières résiduelles éliminées par habitant. Donc, suivant. Donc, en étudiant les impacts de la gestion des matières résiduelles sur les changements climatiques, l'essentiel est d'abord de se concentrer sur la définition même des matières résiduelles. Selon le ministère de l'Environnement, il s'agit d'un terme couvrant plusieurs grandes familles de résidus, notamment les matières dangereuses et non dangereuses, les déchets biomédicaux, les pesticides, les matières résiduelles fertilisantes et la neige. Pour notre étude concernant l'impact de la gestion des matières résiduelles sur les changements climatiques, nous nous concentrerons sur les déchets de type ménager. Donc, ces matières résiduelles résidentielles représentent 5,5% des émissions totales de gaz à effet de serre au Québec en 2012. Les déchets représentent donc une part importante des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Donc, grâce au tableau que l'on peut voir juste devant vous normalement, on peut voir qu'en 2006, la population était moins importante qu'en 2012, mais les quantités de matière éliminées par habitant étaient plus conséquentes. Il est important de tout de même expliquer que parmi ces 880 kilos éliminés, tous les déchets sont comptés. Il ne s'agit pas uniquement des déchets résidentiels. Cela permet toutefois d'avoir une vue d'ensemble de la façon dont sont gérés les déchets au Québec. On peut d'ailleurs voir une diminution des gaz à effet de serre quant à l'élimination des matières résiduelles. On remarque donc une baisse des émissions de gaz à effet de serre quant aux matières résiduelles éliminées, et particulièrement en ce qui concerne l'enfouissement, notamment grâce à une baisse de la production des matières résiduelles, mais aussi à une récupération plus importante des biogaz, notamment avec l'enfouissement que l'on verra plus tard. Suivant. Donc, si on s'intéresse maintenant à deux exemples concrets comme la ville de Sherbrooke et l'agglomération de Montréal, on pourrait croire que l'agglomération de Montréal génère plus de déchets. Finalement, non. C'est la ville de Sherbrooke. Mais bon, comme on peut le voir ici, c'est tout de même assez fluctuant. Une année sur deux, Montréal génère plus de matières résiduelles que Sherbrooke, mais sachant que ces estimations viennent des villes elles-mêmes. Donc, il est possible que les méthodes de calcul soient différentes. Pour s'intéresser au taux de récupération des matières recyclables et des matières organiques, il nous a fallu comparer la ville de Montréal avec la MRC d'Arthabasca. Les données pour la ville de Sherbrooke étant indisponibles, c'est pourquoi elles n'apparaissent pas sur le graphique. On voit alors une nette différence. La MRC d'Arthabasca, elle, a toujours été particulièrement active avec des taux de récupération des matières recyclables de 65% contre 37% pour la ville de Montréal. Alors pourquoi une différence si importante? Bien que la ville ait un rôle important à jouer, les actions individuelles sont primordiales. La ville de Montréal, dans cet objectif-là, a obligé le recyclage au sein de l'agglomération. Donc les différents objectifs étant d'éviter de générer des matières résiduelles, de réutiliser sans modifier la forme ou la fonction, réintroduire une matière dans le circuit de fabrication et enfin mettre en valeur une matière. En obligeant chaque habitant à recycler, la ville de Montréal devrait donc avoir des taux de récupération bien plus élevés. La question est alors de savoir si le manque de tri vient des habitants ou des industriels, car les villes peuvent travailler autant qu'elles le veulent sur le recyclage. Si ces derniers ne jouent pas le jeu, les taux de récupération n'augmenteront pas. Il s'agit avant tout d'actions personnelles. Pourtant, comme nous le verrons tout à l'heure, le recyclage peut réellement apporter une baisse des émissions de gaz à effet de serre et donc avoir un impact moins important sur les changements climatiques. Suivant. Donc, j'aimerais maintenant appuyer la problématique de la composition de nos poubelles. Pour estimer quel pourcentage d'une poubelle québécoise est valorisable, encore faut-il savoir de quoi est composée une poubelle moyenne de la province. Alors, donc, on peut voir que ce qui compose en premier lieu les poubelles québécoises, ce sont les matières putrescibles, avec 44%. Viennent ensuite le papier et le carton avec 19%, puis les encombrants, construction, rénovation et démolition avec 15%, les plastiques recyclables avec 7%, le verre seulement avec 6%, les métaux 3%, le textile 3% et les résidus domestiques 1%. Donc dans cette poubelle, 90% des matières sont valorisables, soit par recyclage, soit par compostage. Pourtant, près de 80% sont éliminés.
Ce sont autant de déchets non valorisés qui sont responsables d'émissions de gaz à effet de serre. Et ces gaz ont des impacts importants sur les changements climatiques. En effet, absorbant une partie des rayons solaires et les redistribuant sous la forme de radiation au sein de l'atmosphère terrestre, ils réchauffent de façon importante la température, engendrant alors des phénomènes de dérèglement climatique tels que nous les connaissons. Il y a plus d'une quarantaine de gaz à effet de serre qui ont été recensés par le GIEC, donc groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et certains de ces gaz sont présents de façon naturelle dans l'atmosphère, alors que d'autres sont le résultat de l'activité humaine. Les plus fréquents vont être par exemple la vapeur d'eau, qui est à l'origine de 72% de l'effet de serre total, soit presque les 3/4, mais aussi le dioxyde de carbone, qui lui représente 79,8% des émissions de gaz à effet de serre produites par l'activité humaine au Québec, l'ozone et le méthane. Donc le méthane, je vais m'y attarder un petit peu parce que c'est un gaz que l'on a tendance à sous-estimer par sa puissance en termes de changement climatique. Le méthane, il représente 10,4% des émissions de gaz à effet de serre au Québec en 2012. Et bien que ce gaz soit moins présent que le CO2, celui-ci est 25 fois plus puissant que le CO2 sur un horizon de 100 ans. Le méthane reste dans l'atmosphère qu'une trentaine d'années. Mais une trentaine d'années, c'est aussi l'échelle des années critiques des changements climatiques, à peu près d'ici à 2050. À cet horizon-là, le méthane est 70 fois plus puissant que le CO2. Donc sur 30 ans, le secteur des déchets sera responsable de 15 à 20% des changements climatiques. Donc les gaz à effet de serre provenant de la gestion des matières résiduelles ont un rôle important en termes d'impact sur les changements climatiques. Il y a 40 ans, cette poubelle que vous voyez là était 2 fois moins volumineuse. Les émissions de gaz à effet de serre étaient donc forcément moins conséquentes. Actuellement, ce sont environ 1,5 milliard de tonnes de déchets ménagers qui sont générés par an dans le monde. Chiffre qui a d'ailleurs tendance à augmenter. Le GIEC prévoit dans son rapport de 2014 2,2 milliards de tonnes en 2025. Donc, le lien entre la gestion des matières résiduelles et les changements climatiques apparaît évident. Le lien, oui, mais les impacts, eux, sont parfois plus difficiles à cerner. Suivant. Alors, donc c'est avec ce schéma que nous allons essayer de démontrer le cycle de vie d'un produit devenant déchet. Donc, si j'ai une matière recyclable, que je l'envoie à la poubelle ou au recyclage, finalement, où va être la différence? Eh bien, le recyclage est vraiment efficace au niveau de la réduction des gaz à effet de serre lorsque les matières recyclées deviennent ensuite des matières premières secondaires et sont réintroduites dans le cycle de vie d'un nouveau produit. Alors, regardons. Donc, d'abord, l'extraction de matières premières émet des gaz à effet de serre. La production du produit en fait de même. Le transport également, la fabrication, le transport à nouveau. Par la suite, vient le produit sous forme de déchet. Si celui-ci est éliminé, il générera forcément des émissions de gaz à effet de serre. S'il est récupéré et notamment recyclé, alors les émissions de gaz à effet de serre seront présentes, mais en quantité moindre. Donc, comme je le disais il y a un instant, les émissions de gaz à effet de serre seront réduites si la matière recyclée sert à la fabrication d'un nouveau produit. Donc, si ce nouveau produit, est composé à 20% de matière recyclée, alors les gaz à effet de serre seront réduits de 12%. À hauteur de 50%, c'est une baisse de 30%. Et enfin, pour un produit composé à 90% de contenu recyclé, les baisses de gaz à effet de serre sont de 64%. Les impacts ont donc surtout lieu sur la diminution des gaz à effet de serre grâce à une matière première secondaire. Donc, en reprenant l'entièreté de ce schéma, c'est finalement la consommation elle-même qui émet des gaz à effet de serre. Réduire les gaz à effet de serre pour réduire les impacts sur les changements climatiques, c'est donc aussi réduire ces déchets à la source. Alors, suivant. Donc, maintenant, on va analyser les 4 principaux modes de traitement des matières résiduelles. Donc, je vais commencer avec l'enfouissement. Donc, suivant. Donc, afin d'étudier au mieux les impacts de la gestion des matières résiduelles sur les changements climatiques, le premier pas à faire est d'analyser les différents modes de traitement de gestion. Comme on peut le voir juste ici, l'élimination est largement majoritaire dans les modes de traitement.
que ce soit par enfouissement ou par incinération, c'est presque 80% des modes de traitement. Le recyclage représente 15% de la gestion des matières résiduelles à peine, ce qui est encore très peu pour la province de Québec. Et pour ce qui est de la matière compostée, elle ne représente que 9%. Donc, dans la suite de la présentation, nous allons nous attarder sur ces 4 modes de traitement qui existent au Québec. Et donc là, maintenant, je vais vraiment m'intéresser à l'enfouissement. Suivant. Alors, donc, parmi ces 4 modes, donc, nous allons tout d'abord nous intéresser à l'enfouissement. Donc, finalement, à part qu'est-ce que génère réellement un site d'enfouissement? Un site d'enfouissement va forcément générer des biogaz. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le méthane et le CO2 sont équivalents. Pourtant, le méthane n'a pas les mêmes impacts, comme on l'a vu tout de suite. Le méthane est bien plus puissant que le CO2. Donc, même si un site d'enfouissement génère autant de CO2 que de méthane, l'importance de ce dernier est plus conséquente pour les impacts sur les changements climatiques. Mais comment un site d'enfouissement génère des gaz à effet de serre? De toutes les matières enfouies, ce sont les matières organiques composées de papier et de carton, de résidus alimentaires, de résidus verts, qui sont principalement responsables des gaz d'enfouissement. Le méthane des sites d'enfouissement est responsable de plus de 3% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Pour le Québec, on évalue ce chiffre à 6% des émissions totales. Donc, selon le GIEC, le taux de dégradation typique de ces matières est de 77% et cela se prolonge sur plusieurs dizaines d'années. Le reste demeure séquestré dans le sol, tout comme d'ailleurs les matières non biodégradables, incluant le verre, les métaux, les plastiques et encore d'autres matières inorganiques telles que la brique ou encore l'asphalte. Ainsi, les déchets enfouis contenant une grande fraction de matière organique génèrent une grande quantité de méthane à un taux de 77 kg de méthane par tonne de déchets enfouis. Donc ça, ce sont les chiffres d'Environnement Canada pour le Québec. Donc en termes de changement climatique, cela équivaut à un taux d'émission de 1620 kg de CO2 par tonne de déchets enfouis. Mais comme nous le mentionnerons tantôt, une proportion considérable de ces gaz à effet de serre est captée et ne se retrouve donc pas dans l'atmosphère. Ce qui est aussi généré par un site d'enfouissement est le lixiviat. Donc ce dernier est un liquide de décomposition donc c'est un peu comme une eau chargée de polluants organiques, de minéraux et ainsi de métalliques également, qui est souvent récupérée et elle représente tout de même une pollution importante des sols et des eaux. Suivant. Donc, en 2012, le Québec comptait 60 sites d'enfouissement en tenant compte des lieux d'enfouissement techniques et des lieux d'enfouissement en tranchée. Sur ces 60 sites, 3 compagnies se partagent 80% du marché. Donc, on a d'abord BFI, EBI et Waste Management qui a racheté le groupe RCI Environnement il y a peu de temps. Suivant. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement aux matières résiduelles montréalaises, alors les déchets voués à l'enfouissement vont vers Lachenay du groupe BFI, Sainte-Sophie du groupe Waste Management, Saint-Nicéphore du groupe Waste Management également, La Chute de RSI mais rachetée par Waste Management, et enfin Saint-Thomas-de-Joliette par le groupe EBI. Donc si on fait un calcul du kilométrage de ces 5 sites d'enfouissement, on arrive alors à une moyenne d'environ 70 km, ce qui représente d'autant plus d'émissions de gaz à effet de serre dues au transport. Cependant, 27% de ces matières vont vers Lachenay, à seulement 30 km, et 53% à Saint-Thomas-de-Joliette. Donc, les émissions relatives au transport restent tout de même importantes. Suivant. Alors, ceci dit, les gaz à effet de serre peuvent être récupérés au sein des sites d'enfouissement. Si l'on regarde les 3 principales compagnies que nous venons de citer, BFI récupère les émissions afin de produire de l'électricité qui est ensuite revendue à Hydro-Québec. Et chaque année, elle produit assez d'électricité pour alimenter l'équivalent de 2500 foyers par an. Pour ce qui est de Waste Management et donc RCI, les émissions sont soit transformées en électricité afin de fournir l'usine Cascade, donc c'est une usine de récupération d'emballage et de papier, soit récupérées par un bioréacteur puis transformées en électricité afin de fournir en moyenne la consommation de plus de 6000 foyers par an. Suivant. Donc, prenons un exemple concret et proche de nous. Donc, on va prendre l'exemple du complexe environnemental Saint-Michel de Montréal.
Donc, si l'on regarde l'historique, il s'agissait d'abord d'une famille et donc d'une entreprise privée qui avait acquis une carrière. Puis après l'acquisition du terrain par la ville de Montréal, ce sont 40 millions de tonnes de déchets qui ont été ensevelis, soit l'équivalent de 3 années de déchets de la province de Québec. Donc, c'est en 2009 que le site a arrêté d'enfouir ces déchets. Désormais, le complexe environnemental de Saint-Michel est le deuxième plus grand espace vert de la ville, après le Mont-Royal, et le recouvrement des déchets est maintenant terminé, laissant place à une centrale convertissant en électricité les biogaz produits par le site d'enfouissement. Ainsi, en 2010, 10% des émissions de biogaz de l'agglomération de Montréal provenaient de ce complexe environnemental, soit l'équivalent de près de 22 000 tonnes de CO2, et les émissions de méthane représentant alors plus de 95% des émissions. Suivant. Alors, cependant, grâce à la centrale électrique capturant les biogaz, ces derniers sont captés avec une efficacité estimée à 95%. Le site ne recevant plus de déchets depuis le 2009, les émissions sont en baisse constante. En 2010, c'était donc près de 22 000 tonnes de CO2 qui étaient rejetées, mais les puits de captage ont permis la conversion en électricité de ces biogaz, permettant ainsi de fournir de l'électricité à 12 000 résidences du quartier Saint-Michel. Et ce qui est important de préciser également, comme avantage à cette forme d'énergie, c'est sa capacité de fonctionnement lors de grands froids. Pendant la dernière crise du verglas, ces résidences ont toujours été fournies en électricité. Pour le fonctionnement en lui-même, les biogaz sont captés grâce à des puits de captage au sein même du site d'enfouissement, qui sont réellement incorporés dans le site. Et donc ces biogaz sont ensuite envoyés dans une chaudière pour créer de la vapeur et alors faire tourner une turbine qui, à l'aide d'un alternateur, va créer de l'électricité à hauteur de 25 MW. Nous allons maintenant passer à l'incinération et je vous laisse passer avec Jérôme. Excusez-moi, j'ai complètement oublié de remettre mon micro. Donc, en fait, c'est ça. Je vais passer à l'incinération. Donc, l'incinération, c'est un sujet qui est intéressant. C'est sûr que peu de matières résiduelles au Québec sont traitées par incinération, mais on a essayé d'aller trouver de l'information, notamment en allant voir chez Recyc Québec dans leur bilan gestion de matières résiduelles 2012. Et selon ce rapport-là, il y aurait 4 incinérateurs en fonction en 2012. Malheureusement, le rapport ne mentionnait pas quels étaient les incinérateurs, donc on a fait quelques recherches pour trouver finalement un rapport 2013 d'Environnement Canada qui mentionnait quels étaient les incinérateurs. En fait, eux, ils en mentionnaient 3. Donc en 2013, il y aurait eu 3 incinérateurs encore en fonction au Québec. Donc celui de Québec, donc situé à Limoilou, il y avait celui de Lévis et un autre aux îles de la Madeleine. Puis, en faisant des recherches, notamment sur celui des îles de la Madeleine, on s'est rendu compte qu'il ne fonctionnait plus. En tout cas, si l'un d'entre vous a des informations dessus, en fait, il semblerait que depuis quelques années, là, les matières résiduelles des îles de la Madeleine sont transportées par le groupe Gaudreau vers Victoriaville où elles sont enfouies. Donc, juste l'incinération, on va se rappeler que c'est 10% des matières résiduelles éliminées au Québec qui sont incinérées. Les quantités brûlées en tonnes par année, à Limoilou, c'est donc pour la ville de Québec, c'est 275 000 tonnes. À Lévis, c'est à peu près 27 000 tonnes. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ça aussi à la quantité de résidus produits par l'incinération, parce qu'il y a toujours cette idée un peu préconçue que finalement, on brûle nos déchets et puis on se retrouve avec rien. Ben oui, il y a des résidus qui sont produits et je vais en parler juste un peu après. Donc, en fait, si on regarde, donc pour Limoilou, c'est quand même presque la moitié là, donc on diminue disons, on diminue de 2 tiers les résidus
la quantité, le volume là, de résidus envoyés. Et à Lévis, on le diminue d'un peu plus, là, donc on passe de 27 000 à 7 000 tonnes. L'incinération, donc comment ça fonctionne? Je vais prendre l'exemple de l'incinérateur de Québec. Donc, l'incinérateur de Québec, donc vous avez les camions effectivement remplis de matières résiduelles qui viennent déverser leur cargaison dans une fosse à déchets. De cette fosse à déchets-là, les ordures sont amenées via des tapis roulants vers 4 fours qui vont donc, où elles vont être incinérées. Le processus d'incinération, ça produit de grandes quantités de matière, ça produit des substances chimiques, particules, acide chlorhydrique, anhydride sulfureux, mercure, monoxyde de carbone, dioxyde de furane, donc ce sont des vapeurs, là, substances chimiques vaporeuses, je vais appeler ça comme ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Ce que ça produit également, le processus, c'est des cendres et des mâches fer, donc et ces deux types de matières vont être traités de façon différente. Donc, les mâches fer vont être acheminées vers des entreprises spécialisées qui vont extraire en fait tout ce qui est métallique, à la fois les métaux ferreux et non ferreux, et métaux qui vont être récupérés à ce moment-là. Et ça va permettre de réduire le volume de matière qui va être effectivement envoyé à l'enfouissement. Donc, un incinérateur fonctionne toujours avec un site d'enfouissement. Il y a les matières, une partie des matières, donc des cendres et autres, qui sont générées par l'incinération, vont se retrouver dans un site d'enfouissement à un moment donné. Le processus, par contre, comme on l'a vu juste précédemment, réduit le volume de matières qui vont être enfouies. Par contre, il y a toute une série d'éléments et de produits, de substances chimiques qui sont produites dans ce processus-là. Donc, le processus d'incinération, comme vous le voyez juste en bas de l'incinérateur, produit également de la chaleur. Un peu comme dans le cadre des sites d'enfouissement, il y a une récupération de la chaleur. Donc, la chaleur, elle sert essentiellement à deux choses. En tout cas, dans la ville de Québec, il y a une partie de la chaleur qui est vendue à une papetière voisine qui va permettre, ça va permettre à la papetière d'utiliser une énergie moins polluante, plutôt que d'utiliser du pétrole, par exemple. Mais il y a également une partie de la chaleur qui sert à sécher des boues, donc les boues municipales, et je vais en reparler un peu plus tard. Quand même, pour la ville de Québec, on a quand même 800 000 tonnes de vapeur produites par l'incinération des déchets. Puis comme je le disais, les vapeurs contiennent toute une série de substances et après le traitement peuvent également produire de la matière solide. Donc, les fumées. Les fumées, donc, sont traitées. Elles sont traitées de différentes manières. Donc, il y a toute une série de dispositifs anti-pollution. Il y a des produits chimiques réactifs qui viennent, je dirais, capter toutes les particules, acide chlorhydrique, mercure et autres. Il faut savoir quand même qu'à Québec, notamment, il y a effectivement beaucoup de mesures qui sont prises sur effectivement les émissions aériennes. Donc, surveillance très accrue. De ce qu'on a vu, il y a un comité de vigilance de l'incinérateur qui est très actif. Puis de ce qu'on a vu, les données sont en accord avec les normes. Puis on ne va pas revenir à discuter des normes. Ce n'est pas l'objectif ici. Par contre, effectivement, c'est que les fumées, comme on le dit, sont traitées. Et du 800 000 tonnes de fumée générée, on a 11 000 tonnes de résidus solides par année. Donc, on a quand même donc, du résidu solide qui est généré, qui va être traité, décontaminé et envoyé à l'enfouissement. Si je reviens aux boues, les boues, c'est très intéressant. Donc, les boues, effectivement, viennent des stations d'épuration des eaux usées. Ces boues, en fait, elles vont d'abord être déshydratées. Donc, on élimine le plus possible l'eau contenue dans les boues et on les sèche ensuite avant d'être brûlées avec les déchets. Donc, on a vraiment un processus en plusieurs étapes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce processus-là, donc tout le séchage et autres, se fait effectivement avec la récupération de chaleur. Et ce que ça permet, c'est que ça permet de passer en fait de 215 000 tonnes de boues qui sont traitées par année à 19 000 tonnes après le séchage et finalement à 3 000 tonnes de cendres. Donc, on est capable effectivement, l'incinérateur a un rôle très intéressant à ce niveau-là qui permet de traiter les boues d'incinération. Donc, nous, je dirais notre préoccupation par rapport aux incinérateurs, puisqu'on a fait vraiment une revue, je dirais, un petit peu mondiale de l'incinération, puis on voit un peu partout dans le monde, les incinérateurs sont en train d'être
d'être fermés, notamment en Amérique du Nord, donc de plus en plus d'incinérateurs qui ferment. Et la plupart du temps, c'est vraiment des considérations, je dirais, de santé, mais par rapport justement à la production ou en tout cas à la quantité de substances chimiques contenues dans les vapeurs. Puisque d'un point de vue, je dirais, volumétrique, diminution de la quantité de déchets qui va être envoyée en l'enfouissement, il y a effectivement une plus-value intéressante. Mais les grandes questions santé, là, qui, je dirais, dépassent en fait juste le cadre des changements climatiques, sont vraiment des questions de produits dangereux pour la santé. Donc, les dioxines, les furanes, pour les personnes qui ne sont pas des toxicologues et autres, c'est parmi les produits les plus dangereux pour l'espèce humaine. Donc, actuellement, là, les produits qui sont émis par les processus d'incinération. Et donc, beaucoup de questionnements par rapport à effectivement l'intérêt de garder des incinérateurs ouverts avec toutes les questions de santé qui sont, je dirais, qui ne concernent pas juste les changements climatiques. Donc, je vais laisser Agathe vous revenir avec le recyclage et je reprendrai le relais pour le compostage après ça. Ah, donc, comme vient de le dire Jérôme, effectivement, je vais reprendre pour le recyclage. Donc, hop, suivant. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce sont les principaux centres de tri au Québec. Donc, les données ne sont pas exhaustives puisque là encore, les données sont difficiles à trouver. Mais il est intéressant, par exemple, de s'intéresser au kilométrage entre ces centres de tri et certaines villes desservies. Par exemple, entre la MRC d'Arthabasca et le centre de tri de Victoriaville, on compte plus de 1200 km. Entre Rouyn-Noranda et Gatineau, c'est plus de 600 km. Alors pourquoi ? Les prix du recyclage ont eu tendance à baisser ces dernières années, engendrant la fermeture de certains centres de tri comme celui de Rouyn-Noranda. Les déchets recyclés sont donc traités à Gatineau, en Outaouais, soit à près de 600 km, je le rappelle. Donc selon les responsables du projet, malgré les coûts de transport plus importants, ça va de soi, ça reste tout de même plus avantageux d'envoyer la matière en Outaouais, les prix étant plus alléchants. Pour rentabiliser un centre de tri, il faut entre 20 000 et 25 000 tonnes de matériaux par année. En effet, le recyclage est plus que jamais relié à l'économie, avec la raréfaction des ressources naturelles, l'augmentation des prix et des matières premières et l'évolution des réglementations. Les sociétés qui récupèrent, éliminent, recyclent ou valorisent les déchets sont gagnantes. Donc les investisseurs voient déjà de futurs chiffres d'affaires rentables. Le rendement des entreprises est intimement lié à la bourse, ne serait-ce qu'à cause des prix mondialisés du recyclage. Voilà alors pourquoi des centres de tri ferment et qu'il devient plus rentable pour les investisseurs de faire parcourir 600 km aux déchets. Pourtant, au niveau environnemental, c'est contestable. Un poids lourd rempli de déchets pèse environ 30 tonnes. Considérant qu'un camion de ce poids émet 0,94 kg d'équivalent CO2 par kilomètre, sur une distance de 600 km, chaque camion émet une demi-tonne de CO2 pour un simple aller. Donc, suivant. Et si vous trouvez cela anti-écologique d'envoyer des déchets à 600 km, sachez que les matières recyclables partent vers des marchés extérieurs de toute manière. Selon Recyc Québec, entre 25 et 50% des matières recyclables sont exportées en Chine. Ainsi, les émissions liées à ce qu'un pays décide de faire de ses propres déchets ne sont pas nécessairement confinées dans ses propres frontières. Les matériaux recyclables collectés peuvent, par exemple, être échangés à l'échelle internationale et l'activité de recyclage a alors lieu en dehors du pays. On peut voir ici que 92% des matières sont vendues. Selon Recyc Québec, parmi ces 92%, 48% sont vendus à des conditionneurs ou recycleurs québécois et 52% à des courtiers ou des acheteurs hors du Québec. Le conditionneur transforme la matière recyclée. Si on prend l'exemple du plastique, le conditionneur va transformer la matière par exemple en pastilles de plastique pur pour ensuite les revendre en tant que matière première secondaire. Cependant, même si la matière sortant du centre de tri est revendue à un conditionneur québécois, ce dernier ne va pas forcément vendre sa matière transformée au Québec, ce qui ajoute à nouveau des gaz à effet de serre de transport à la matière recyclée. En comptant alors ces données, selon Recyc Québec, c'est entre 50 et 60% de la matière recyclée qui part à l'étranger. Cependant, le recyclage est réellement bénéfique aux impacts climatiques,
lorsque les matières recyclées sont réintroduites dans le cycle de fabrication d'un produit en tant que matière première secondaire. On l'a vu tout à l'heure. Donc, il est peut-être préférable que cette matière soit envoyée à l'étranger afin d'être utilisée, plutôt que de rester dans le territoire québécois sans être valorisée. Suivant. Alors, sur cette diapositive, on peut voir la destination des matières vendues par les centres de tri en 2012, en tonnes. Donc, le papier arrive en tête, avec 810 000 tonnes vendues en 2012. Sans surprise, le verre arrive juste après. En effet, étant recyclable à l'infini, cette matière se vend très facilement. Et pour ce qui est du papier carton, il faut tout de même apporter une nuance. Ces matières résiduelles sont souvent retrouvées comme très souillées et sont donc inutilisables pour le recyclage. Pourtant, les bénéfices sont réels. Si l'on prend l'exemple de journaux, une fois entrés dans le processus de recyclage, ces derniers sont retransformés en journaux à nouveau en l'espace de quelques semaines. C'est très rapide. Auquel cas, le recyclage a pour effet non seulement de réduire l'énergie utilisée pour fabriquer le papier, puisqu'on ne part pas de matière première, mais aussi de ralentir le rythme auquel les stocks de papier et de produits ligneux récoltés diminuent, et ce de façon encore plus efficace lorsque le taux de recyclage augmente. Donc les journaux sont en général moins souillés que les autres papiers, pour la simple et bonne raison qu'une grande partie est recyclée dans les stations de métro elles-mêmes, pour la ville de Montréal, on s'entend. Donc pas mélangés avec d'autres matières, les journaux sont d'une qualité optimale pour le recyclage, et notamment pour l'usine Cascade, qui s'en sert beaucoup. Donc si on prend au contraire l'exemple d'une bouteille d'eau en plastique, le résultat est tout à fait différent. La société Équiterre a suivi le chemin d'une de ces bouteilles. Pour une petite bouteille d'environ 30 grammes, la consommation d'énergie pour sa fabrication représente un quart de la bouteille en pétrole et 3 litres d'eau. Les émissions de gaz à effet de serre sont de 0,09 kg de CO2 pour chaque bouteille. Une seule bouteille sur 6 est recyclée, or la décomposition de cette dernière prend 1000 ans. Si on compare 1 litre d'eau bu en bouteille et ce même litre bu au robinet, l'énergie nécessaire est divisible par 2000. En 2006, aux États-Unis seulement, plus de 17 millions de barils de pétrole ont été nécessaires à la production de l'eau embouteillée, et ce sans compter l'énergie liée au transport. Donc, cette production aura engendré à elle seule, donc aux États-Unis seulement et sur un an, plus de 2,5 millions de tonnes de CO2. Alors, vous allez me dire, oui, mais elles sont recyclables, ces bouteilles. J'y viens. Le recyclage de votre bouteille de plastique n'est que partiel. Seule une faible proportion de la matière qui la constitue peut être réutilisée pour la production d'une nouvelle bouteille. À cela s'ajoute le fait que le plastique n'est pas recyclable à l'infini. L'élévation de la température liée au processus de fabrication d'une nouvelle bouteille fragilise la résine. Et c'est sans compter le nombre de bouteilles laissées dans la nature. Les océans de plastique sont en partie constitués de ces fameuses bouteilles. Les déchets qui peuplent les océans proviennent à 80% des terres portées par les vents et les courants. Donc, cela a toujours été, me direz-vous, oui. Jusque-là, les déchets étaient détruits par des micro-organismes. Mais c'était avant l'arrivée des plastiques comme le polyéthylène, ou le polypropylène, qui constituent désormais 90% des déchets maritimes. Rappelez-vous, c'est aussi la composition de notre fameuse bouteille en plastique. On estime que 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde, et près de 10% finiraient dans les océans, soit 30 millions de tonnes. D'ici à 2050, ce serait donc plus d'1 milliard de tonnes de déchets qui flotteraient en surface des océans. Et si on part du principe que dans ces océans de déchets, on retrouve 8 tonnes de détritus par kilomètre carré, on arrive à presque 4 millions de kilomètres carrés de déchets maritimes actuellement. Si cela continue de cette façon, en 2050, ce sont 125 millions de kilomètres carrés d'océans qui seront jonchés de déchets. 125 millions de kilomètres carrés alors que la superficie des océans est de 360 millions. Donc en 2014, ce serait l'ensemble de l'océan Atlantique, en proportion bien sûr, qui serait jonché de déchets. Mais attention, on parle de continents de déchets dans le but de permettre la visualisation par le plus grand nombre. Pourtant, ces derniers font en fait en moyenne les déchets 5 mm de diamètre et sont en suspension à la surface ou jusqu'à 30 mètres de profondeur, ce qui représente un danger d'autant plus intense pour la biodiversité, les risques d'ingestion étant très importants.
Alors, j'en ai fini avec le recyclage et je vous laisse repasser avec Jérôme pour le dernier aspect, le dernier mode de traitement, le compostage. Merci Agathe. Donc, c'est sûr, parler de valorisation de matière organique putrescible en si peu de temps, ça constitue tout un défi. Il y a plein de manières de valoriser cette matière. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous parler en fait du mode de traitement qui est actuellement choisi par l'agglomération de Montréal. Il y a un intérêt de votre part et je suis sûr qu'on va probablement travailler là-dessus dans les prochains mois, voire la prochaine année, à essayer de faire une formation uniquement sur la valorisation de la matière organique putrescible. Et ici, donc, on s'intéresse vraiment sur le mode actuel de traitement à Montréal et sur ceux qui vont arriver, qui sont censés arriver à partir de 2019. Donc, des données de 2012, c'est vraiment les derniers bilans qui avaient été faits. Donc, en 2012 à Montréal, il y avait 14 arrondissements sur les 19 donc de la ville de Montréal qui offraient un service de récupération des matières organiques putrescibles à toute ou à une partie de leurs résidents. Donc, à l'époque, c'était l'arrondissement d'Outremont qui avait le meilleur taux de récupération avec 26%. Donc, ça veut dire 52 kilos par habitant par année. Et le taux de récupération global à l'époque pour l'agglomération de Montréal était de 11%. Alors que si on se rappelle quand même, on a une politique québécoise de gestion de matières résiduelles qui dit qu'en 2015, il aurait dû être de 60%. Je peux vous assurer que même si on n'a pas les chiffres, on est sûr qu'on n'y est pas. Et qu'en 2020, on devrait être à 100%. Donc, on est assez loin. Je vous dirais, entre 2012 et maintenant, il y a certains arrondissements à Montréal qui ont agi de façon beaucoup plus active, notamment l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, donc qui était à 9% de taux de récupération, qui doit avoir pas mal augmenté parce que je pense qu'à peu près tout le monde a accès maintenant à la récupération de la matière organique putrescible. Nous, on a une petite une réflexion notamment sur le choix du système actuel. Donc, comme ça se fait actuellement, c'est que selon les arrondissements qui récupèrent, soit la plupart du temps, en tout cas de ce qu'on voit, c'est que c'est sous-traité à des compagnies privées qui vont venir faire la collecte. La collecte de la matière organique putrescible, donc il y a un point de chute dans l'est de Montréal auquel tous les camions viennent apporter la matière putrescible qui a été récoltée. Et de là, il va y avoir un autre transport qui va se faire donc consolider là, et qui va amener la matière à 81 km de là, à Berthierville, chez EBI. Donc, à cet endroit-là, en fait, les matières sont compostées en andins. D'après les différents éléments qu'on a réussi à avoir dans le cadre de certains mandats qu'on a réalisés, la matière servirait en partie à fermer en fait des cellules de sites d'enfouissement de billes. Donc, ce qui n'est pas nécessairement, on n'est pas dans l'optique d'économie circulaire du retour à la terre de la matière. Puis, il n'y a aucune, je dirais, aucune c'est juste un fait, là. On n'est pas en train de critiquer ni la ville ni EBI sur les modes de fonctionnement. Je dirais que c'est l'état actuel, effectivement, de la gestion de la matière organique putrescible. Vers quoi on s'en va à Montréal? Vers quoi on s'en va? On s'en va vers quelque chose qui semble intéressant, qui ne permettra pas d'atteindre les objectifs de 2020, ça c'est sûr, là. Donc, l'idée, c'est d'avoir 2 centres de compostage qui vont être ouverts en 2019. Le premier, donc, c'est le numéro 1, donc le rond numéro 1. Le deuxième, c'est le rond numéro 4. Donc, un centre de compostage qui va être totalement dans l'est de Montréal, l'autre qui va être, je dirais, au centre-ouest de Montréal, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Et en plus, on aura une plateforme de compostage dans Villeray-Saint-Michel par extension. Donc, on en parlait tout à l'heure, là, le centre de tri de Montréal, l'ancienne carrière Miron, donc à cet endroit-là. Ça, c'est pour ce qui est du compostage. Donc, ce que ces centres-là vont recevoir, c'est des feuilles, c'est certains aliments, mais qui ne sont pas des aliments carnés, donc juste des légumes et fruits. Ensuite, on va avoir un premier centre de biométhanisation qui devrait être ouvert en 2019,
qui lui va être situé effectivement totalement dans l'est, donc à côté du point 1, ça va être le numéro 2. Et il devrait y en avoir un deuxième centre de biométhanisation beaucoup plus tard, là, en 2024, qui s'ouvrira donc à la salle. Cette information, donc ce que ça nous amène, en fait, cette information-là, c'est qu'en fait, d'abord, effectivement, on va avoir une augmentation progressive là et un élargissement à l'ensemble des résidences de la ville de Montréal du système de compostage que la ville n'est pas capable de faire actuellement. Donc, ça va se faire de façon progressive. Et plutôt que de construire directement 2 centres de biométhanisation avec tous les coûts que ça implique, on va attendre que le premier centre de biométhanisation atteigne son plein potentiel pour ensuite, effectivement, je dirais, amener de la matière au deuxième centre. Donc, comme je le mentionnais, si le deuxième centre est ouvert en 2024, ça veut dire qu'on n'espère pas avoir une valorisation de la matière organique, de 100% de la matière organique putrescible avant 2025, 26, 27 probablement, le temps que tout le système soit bien mis en place. Donc, concrètement, comment ça va fonctionner? En gros, la biométhanisation, donc comme je le mentionnais, il y a une partie effectivement de la matière, notamment les feuilles mortes et autres qui vont être directement amenées à des centres de compostage. Et le reste, effectivement, donc finalement le système à peu près actuel auquel on a accès à Montréal, on va avoir effectivement un transport vers une zone où la matière va être contrôlée, va être préparée et va passer effectivement dans l'usine de biométhanisation. Dans l'usine de biométhanisation, on va créer essentiellement 2 choses. Une matière qui va devoir être envoyée au compostage, donc qui ne sera pas complètement compostée, donc qui va être ramenée vers les centres de compostage et on va produire du biogaz. Et le biogaz, mais il y a de grandes chances que ça soit vendu, en tout cas qu'il y ait des ententes avec des entreprises comme Gaz Métro pour que ce biogaz soit intégré dans le réseau gazier municipal, éventuellement qu'il fasse fonctionner des véhicules. Mais c'est vers ça qu'on s'en va actuellement à Montréal. Petit commentaire, et j'imagine que c'est à peu près la même chose à l'échelle du Québec, c'est que ce genre de système-là prend en compte, en tout cas à Montréal, ça a été bien dit, bien mentionné par les responsables des dossiers, c'est que on va prendre en compte en fait la génération de matière par les citoyens. Donc, il n'y a aucune place dans le système qui va être créée pour vendre un service, par exemple, de valorisation à des entreprises privées, à des industries ou à des institutions publiques telles que des écoles ou des établissements de santé. Donc, nous travaillons avec des établissements de santé, mais il faut effectivement déjà travailler actuellement à Montréal pour aller vers des systèmes différents. Parce qu'on le sait qu'à terme, même si certains établissements, il y en a un notamment à Montréal, l'hôpital Jean Talon, bénéficie du système de collecte de la ville, à échéance en 2024, mais c'est pas sûr qu'ils auront encore accès à ça puisque les volumes sur lesquels on a basé le modèle n'incluent pas en fait les volumes générés par les établissements de santé. Donc voici ce qui termine notre présentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir en fait les micros de tout le monde pour que vous puissiez me poser des questions. Puis on va y aller avec au moins 5 minutes de questions, puis s'il y en a plus, on ira plus longtemps. Donc, merci beaucoup. Je laisse briser la glace au premier. Question?
N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voyez mes coordonnées là. Comme je vous le mentionnais, la présentation a été enregistrée, va être disponible. N'hésitez pas à la faire circuler. Je vais tous vous renvoyer un courriel pour vous dire quand elle sera en ligne. Comme ça, vous le saurez directement. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des questions sur mon adresse courriel ou m'appeler si vous avez des questions plus spécifiques là ou si vous êtes timide aussi. C'est parfait. Ben, je vais arrêter ici. J'arrête